Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bien, tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir être présent parmi vous en direct. C'est les aléas de l'actualité qui m'en empêchent. Et c'est bien dommage parce que je trouve que ce genre d'événement c'est vraiment une bonne initiative. Et donc, j'ai quand même trouvé le temps de faire cette petite vidéo. Pour apporter, ma participation à ce débat, que Trade Union a eu la bonne idée et la gentillesse, d'organiser. Donc déjà pour me présenter, voilà, je m'appelle Raphaël Bernard, je suis journaliste indépendant, à Rio, depuis, 3 ans bientôt. Je travaille principalement pour, Le Monde, Reporter, qui est un site spécialisé sur, l'écologie pour ceux qui ne connaîtraient pas et l'antenne, lusophone de Radio France Internationale, RFI et donc c'est de la radio, en portugais. Et ensuite, je fais aussi d'autres petits, articles, à droite à gauche pour de la presse, française et un peu suisse de temps en temps. Voilà. Et donc je vais structurer mon intervention autour de 5 questions auxquelles, Florence, m'a demandé de répondre. Donc premièrement, quels sont les principaux défis climatiques auxquels le Brésil est confronté? Bon, quand on pense au Brésil et au changement climatique, je pense que la première chose qui vient à l'esprit, c'est évidemment, la déforestation, et plus particulièrement en Amazonie. Et donc sur ce point, le retour de Lula au pouvoir a quand même fait, en 2023, a quand même fait énormément de bien. Concrètement, là, sur la période, depuis 2022, la déforestation a atteint son plus bas niveau en 11 ans. C'est vraiment une énorme avancée, hein, à tel point que dans le dernier rapport, sur la déforestation, l'Observatoire mondial des forêts qui est sorti, il y a 1 ou 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, on relève une baisse de la déforestation de 36 au niveau mondial et c'est en grande partie, le Brésil qui explique ce résultat positif. Donc voilà, et cette baisse de la déforestation d'ailleurs, elle concerne également les autres grands biomes brésiliens, donc comme par exemple le Cerrado, cette, grande savane qui occupe près d'un cinquième du territoire national et le Pantanal, la plus grande zone, humide au monde qui est au sud-ouest du pays. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même nuancer, ce tableau, à plusieurs égards. D'une part parce qu'une baisse de la déforestation, je tiens à le dire, ce n'est pas de la reforestation. Dit comme ça semble un peu évident, mais je préfère le répéter parce que je trouve que le traitement médiatique, pardon, est souvent un peu, trop triomphaliste. Donc voilà, et donc on reste quand même dans une situation où la surface de la forêt, elle continue à diminuer et on s'approche toujours plus de ce fameux point de non-retour où, passé un certain degré de déforestation, la forêt pourrait se transformer, à terme, inévitablement en désert. Et d'ailleurs, selon certains scientifiques, ce point de non-retour, il pourrait déjà avoir été, atteint. Voilà, il y a débat. D'autre part, il faut signaler quand même que la déforestation, c'est pas le seul danger qui guette la forêt. Je pense notamment à la contamination des cours d'eau au mercure causée par, les garimpeiros, donc ces orpailleurs, illégaux qui prospèrent, en Amazonie et d'ailleurs, y compris en Guyane française. Et on peut aussi citer, par exemple, le trafic de bois rares et la guerre pour le contrôle des routes du trafic de drogue qui passent par la région, qui sont en train de susciter la convoitise des grands groupes criminels de Rio de Janeiro, donc le Primeiro Comando da Capital de São Paulo et le Comando Vermelho de Rio de Janeiro. Voilà. Heu, Par ailleurs, ces dernières années, le Brésil, c'est vraiment, un excellent exemple ou un très mauvais exemple, plutôt, de, l'accélération, des catastrophes climatiques. Voilà, hein, donc outre les feux de forêt qui qui arrivent depuis, des années, récemment, on a eu quand même des inondations extrêmement meurtrières dans le Rio Grande du Sud avec plus de 180 morts en 2024. Et là, cette année, très récemment, on a eu, il y a 2 mois, 90 morts, dans le Minas Gerais et en ce moment même, d'ailleurs, les États du Pernambouc et du Rio Grande du Sud, encore une fois, sont en état d'urgence à nouveau avec pas loin, d'une dizaine de morts au moment où j'enregistre, cette vidéo, en tout cas. Voilà. Et pour finir, avec, une touche de contexte, politique, il faut quand même souligner la puissance de l'agronégoce, qui est clairement le
plus gros secteur économique du pays, hein, ça compte pour un quart du PIB brésilien. Et donc de cette puissance économique découle une phénoménale puissance politique, puisque ce qu'on appelle la bancada ruralista, c'est-à-dire les parlementaires qui sont ouvertement acquis au lobby de l'agronégoce, cette bancade, elle a la majorité, aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat. Et donc c'est ce qui explique pardon, l'adoption de lois particulièrement dangereuses, comme par exemple celle du repère temporel qui réduit la surface des réserves autochtones, ou la loi qu'on a appelée la loi de la dévastation, qui facilite drastiquement l'obtention de licences environnementales pour des projets potentiellement dangereux. D'ailleurs, sur cette dernière loi, il faut quand même souligner l'ambiguïté du gouvernement Lula qui s'est pas vraiment prononcé contre, en tout cas pas entièrement contre cette loi, puisqu'en fait, elle permettrait de faciliter certains grands projets que le gouvernement Lula considère comme cruciaux pour le développement économique, notamment l'exploitation de réserves de pétrole à l'embouchure de l'Amazone, sur ce site qu'on appelle en portugais Foz da Amazonas. Et donc voilà. De manière générale, il faut souligner que Lula, c'est probablement le président qui a fait le plus pour l'environnement au Brésil, de loin. Mais il n'est pas tout net non plus, hein, voilà. Le boom économique de ses deux premiers mandats de 2003 à 2011 c'est quand même largement basé sur l'exploitation de réserves pétrolières au large de Rio et de Santos, dans l'état de São Paulo. Et c'est une rente ce qui, certes, la rente pétrolière a été redistribuée pour combattre la pauvreté, mais bon, ça reste de l'exploitation d'énergie fossile. Donc, il a clairement une ambiguïté sur le sujet. Voilà. Que fait réellement la France pour lutter contre? On peut citer pêle-mêle des projets de l'Agence française de développement, notamment dans le Rio Grande du Sud, j'ai vu, pour développer l'agriculture durable. Il y a aussi une coopération scientifique en Amazonie qui est intéressante, notamment avec le projet Yarasu. C'était cette caravane fluviale qui a parcouru les fleuves amazoniens de Manaus à Belém à l'occasion de la dernière COP, la conférence des Nations Unies pour le changement climatique, qui avait eu lieu à Belém en novembre 2025. Et donc ce projet, c'était quand même assez intéressant. L'objectif, c'était de documenter la réalité du changement climatique sur le terrain, mais aussi les techniques d'adaptation locales. Euh, il reste que pour ce qui est de la contribution financière pour minimiser les effets du changement climatique, la France a son propre fonds pour l'Amazonie, puisque c'est un pays amazonien, vous le savez, à travers la Guyane française. Mais en revanche, la France n'a pas encore annoncé le montant de sa participation au Tropical Forests Forever Fund, le fonds des forêts tropicales, qui était une des grandes annonces de la COP de novembre dernier. C'était vraiment un des chevaux de bataille de la présidence brésilienne de la COP. Et c'est assez paradoxal venant de la France, puisque la France est un des premiers pays à avoir soutenu politiquement l'initiative vraiment dès le départ. Donc voilà, on attend encore de voir combien elle mettra au pot commun. Pour vous donner une idée, la Norvège qui est le plus grand contributeur, a mis 3 milliards. Voilà. Par ailleurs, je tiens à signaler, parce que c'est assez peu connu, que la France est très intéressée par l'uranium brésilien. On ne connaît pas exactement l'étendue du réserve d'uranium au Brésil. On estime que c'est entre les cinquièmes et les huitièmes plus grandes réserves mondiales. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'était que c'était un des objets de la visite d'Emmanuel Macron au Brésil en 2024. Il n'y a pas beaucoup de détails qui ont filtré, mais ce qu'on peut dire, c'est il y a un accord plus ou moins officieux entre la France et le Brésil, où en gros, Orana, donc qui est la successeuse de Veolia, bénéficierait de la priorité de l'exploitation des réserves d'uranium au Brésil. Et en échange, la France aiderait ou aidera le Brésil à développer son programme de sous-marin nucléaire. Voilà. Rien n'est officialisé, mais il y a des accords de principe qui ont été signés peu avant la venue d'Emmanuel Macron en mars 2024. Voilà.
Ensuite, quelles sont les entreprises françaises les plus climaticides au Brésil? Alors, on peut d'abord citer Total, qui est présent dans l'exploitation de cette fameuse réserve pétrolière au large de Santos. Ils sont présents, mais ils n'ont pas une participation faramineuse non plus. Je suis allé voir sur leur site, ils disent produire 180 kilobarils par jour, ce qui est quand même pas énorme à titre de comparaison, puisque une entreprise comme Shell en produit 300 et Petrobras, la grande entreprise d'État brésilienne, en produit entre 3 et 4 millions. Donc voilà, c'est pas non plus les plus gros exploitants de pétrole au Brésil. Ensuite, pour ce qui est des participations peut-être plus indirectes, on peut citer les banques, les grandes banques françaises, donc BNP Paribas, Société Générale, BPCE, Crédit Agricole, qui, elles, participent à des financements, notamment aux grands groupes agroalimentaires qui ont une participation à la déforestation que je citais en introduction. Donc Bunge, Marfrig, Cargill, qui sont des entreprises brésiliennes et américaines, nord-américaines, états-uniennes. Et voilà, concrètement, c'est des entreprises qui sont chargées soit de collecter le soja, soit la viande bovine, et qui la vendent ensuite sur les marchés internationaux. Or, ce sont ces deux cultures qui sont les premières causes de déforestation au Brésil. Dans le même ordre d'idée, on peut citer les grands groupes comme Danone ou Carrefour qui utilisent et ou vendent les produits issus de l'agriculture intensive. Et donc voilà, concrètement, les grands groupes français sont présents, oui, dans les activités nocives au Brésil, ni plus ni moins que les autres grandes multinationales. Voilà. Ensuite, la France a-t-elle pris des mesures contraignantes pour limiter ses impacts? On pourra citer la loi sur le devoir de vigilance qui oblige les grandes entreprises françaises à vérifier si dans leurs transactions, des violations des droits humains ou à l'environnement, par exemple, n'ont pas été commises. Alors, je ne le savais pas avant de faire cette intervention, mais en faisant de mes recherches, apparemment, la loi sur le devoir de vigilance est considérée comme une des plus complètes au monde. Donc voilà, Cocorico. Euh, Reste que cette loi, pour l'instant, elle ne bloque pas directement la possibilité des grands groupes français d'investir dans des activités nocives, mais ce qu'elle permet, c'est d'attaquer les entreprises qui le font. Donc voilà, donc il y a des procès qui sont en cours, notamment contre Total et contre la BNP. Ça pourrait créer une jurisprudence majeure, mais là, on s'éloigne de mon domaine de compétences qui reste le Brésil. Et ensuite, pour ce qui est l'entrée de produits issus d'activités nocives en France, eh bien, puisqu'on fait partie du marché unique, il faut regarder du côté de l'UE, l'Union européenne. Et donc, il y a notamment le règlement anti-déforestation de 2023 qui interdit l'entrée de produits issus de la déforestation après le 30 décembre 2020. Enfin, quand on dit après le 30 décembre 2020, c'est la déforestation effectuée après le 30 décembre 2020. Donc ça part d'une bonne intention, mais ça reste imparfait, notamment parce qu'il est très très difficile d'établir une traçabilité des produits. Par exemple, c'est assez commun qu'un éleveur bovin brésilien fasse paître sur son bétail sur une parcelle déforestée, le déplace sur une parcelle qui est entre guillemets légale peu avant de mener son troupeau à l'abattoir, et hop, on n'y voit que du feu. Et puis, il faut quand même souligner que cette réglementation, elle devient légèrement paradoxale dans la mesure où maintenant l'UE est engagée dans l'accord avec le Mercosur qui va augmenter la demande de produits agricoles brésiliens et donc mécaniquement la déforestation. Même s'il ne faut pas céder non plus à la panique, je trouve que souvent dans les médias français, on a eu un traitement assez catastrophiste du sujet. Moi, quand j'ai fait des articles sur le sujet en parlant avec les Brésiliens, eux-mêmes, ils prévoient que le total de leurs exportations, grâce au Mercosur, ça devrait augmenter le total de leurs exportations, donc produits agricoles plus autres produits, hein. Donc le total devrait augmenter que de 7% grand maximum. Donc voilà, on va pas se retrouver inondé de poulets aux hormones ou je sais pas quoi, puisque de toute manière, en plus, il y a plein de clauses de rétractation et de quotas. Enfin, vous pouvez aller voir ça
plus dans le détail, mais voilà. Mais bon, ça reste, un point de préoccupation quand même. Voilà. Et donc pour finir, y a-t-il aussi des entreprises françaises vertueuses? Oui, quelques-unes de tête, je peux vous citer, Morpho qui a développé une technique de réforestation, plus rapide à l'aide de drones. Donc en gros, l'idée, c'est de semer des graines, à l'aide de drones téléguidés. Donc ce serait potentiellement, plus rapide que à la main. Et c'est une entreprise qui vient récemment de signer un partenariat avec la mairie de Rio. Il y a aussi, Nossa Fruits, je ne sais pas comment ça se dit, qui importe des baies, d'açaï produites, en Amazonie, de manière, responsable. Voilà. Bon et tout ça évidemment reste un peu fébrile comparé, à l'action, des grands groupes, mais, c'est mieux que rien, j'imagine. Voilà, donc voilà pour mon intervention. J'espère que tout ça vous a plu et si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, et ben, je laisse, Florence vous communiquer, mon mail. Voilà. Merci à vous et je vous souhaite, un bon débat, un bon événement. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, je vous remercie, Raphaël, hein. Bon, il semble qu'on a eu quelques problèmes sur le YouTube. Il y a eu une partie de notre live qui n'est pas passée. Donc, je vais rappeler hein, que nous sommes ici aujourd'hui hein, réunis pour parler un peu d'écologie. Hein. C'est une initiative de notre mandat, le mandat Trait d'Union. Et nous avons donc 4 intervenants. Hein. Raphaël qui a... Hein, donc nous avons vu la vidéo et maintenant hein, nous avons Ronan Quérest, Hélène de Saint-Front et Caroline Vernat qui sont aussi hein, présentes et qui vont intervenir hein, et qui vont animer hein, notre débat. Nous allons donc passer maintenant qui va intervenir alors attendez un peu après Raphaël, donc c'est Ronan qui va intervenir. Il va parler un peu des expériences locales au Brésil. Il va parler de l'eau et combien l'eau est importante pour tout le monde. Ronan, si tu veux te Oui, présenter. bonsoir. Ouais. Bonsoir, je suis Ronan Quérest. Je suis donc au Brésil depuis 15 ans, j'ai 57 ans, je suis géographe de formation. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de cette expérience du réseau de vigilance populaire eau et assainissement de Rio et en général de l'État de Rio. Alors donc, ce réseau, il est composé, il fédère des dizaines d'associations locales, d'habitants, de protection de l'environnement, des syndicats, en particulier des syndicats des entreprises concernées par la privatisation de la gestion de l'eau et des chercheurs de la Fiocruz en particulier, diverses entités de recherche en sciences humaines de plusieurs universités, des mandats politiques. Donc ce réseau de vigilance, il a été créé dans la lutte contre la privatisation sauvage de la distribution de l'eau à Rio et dans les communes avoisinantes. Donc en fait, comment j'ai connu ce réseau et comment j'ai décidé de m'y impliquer. Il y a presque 2 ans, j'ai reçu donc une communication sur les réseaux sociaux pour une manifestation de rue devant le siège du prestataire privé qui aujourd'hui gère la distribution de l'eau à Rio. Et donc, je me suis rendu à cette manifestation et j'ai rencontré, notamment, je voulais essayer de comprendre pourquoi l'eau était beaucoup plus chère à Rio que dans la ville précédente où j'habitais, puisque à l'époque, je payais 330 reais par mois d'eau pour ma résidence principale, on va dire pour mon habitation, et maintenant d'ailleurs c'est déjà 500 reais, et alors qu'à Florianopolis, où j'habitais précédemment, je payais 50 reais. Alors, c'est-à-dire comment c'était possible de payer 6 fois plus cher pour un service à Rio plutôt qu'à Florianopolis. Et j'ai rencontré des militants de tous les secteurs, des chercheurs à cette manifestation. Ça m'a rappelé aussi les mouvements
des forums sociaux mondiaux, où cette question de l'eau comme bien commun de l'humanité était portée par de nombreux mouvements, y compris au-delà des partis politiques. À l'époque, comme par exemple, ce mouvement était sur la question du droit de l'accès à l'eau pour tous dans le monde, était également fortement porté à l'époque par Daniel Mitterrand. Et donc, en 2002 et en 2005, dans ces forums sociaux mondiaux, à Porto Alegre, il était souvent dit l'eau n'est pas une marchandise. Et j'ai aimé cette dynamique, la dynamique de ce réseau. Et donc, j'ai participé à une première réunion et ensuite à d'autres. Mais je voulais dire que, effectivement, cette dynamique, la création de ce réseau a elle-même enclenché une dynamique entre les différents acteurs. Donc ce réseau se réunit tous les mois pour échanger, croiser les expériences, les recherches donc de terrain, les luttes locales. Par exemple, à Rio, il y a souvent des coupures d'eau. Et ça, c'est évidemment, principalement dans les quartiers populaires, dans les favelas, mais aussi dans les quartiers de classe intermédiaire. Très rarement dans les quartiers les plus chics de Rio. Et, euh, et donc, la question des luttes locales enfin, pour empêcher, contre les interruptions de fourniture d'eau. Il y a aussi la question de la lutte locale contre les pollutions. Aujourd'hui, par exemple, il y a un rapport qui est sorti à l'Assemblée législative de l'État de Rio qui parle de la question des pollutions par les eaux d'assainissement, mais aussi par les eaux de récupération des dépôts d'ordures. Et réellement, là-dessus, c'est vraiment la question de la pollution de l'eau reste à Rio une question très importante. Et il y a également la lutte pour la mise en place d'un tarif social qui est une loi nationale, mais qui à Rio n'existe toujours pas. Et donc, ce réseau de vigilance populaire en eau et assainissement porte aussi sur cette question de la vigilance sanitaire, de la question de la pollution. Donc, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle croise donc des acteurs qui sont en général séparés et elle est croisée également par la participation d'une bonne partie de ces acteurs, on va dire, au comité de suivi. En portugais, on dit comité de monitoramento. C'est une structure citoyenne qui est créée pour suivre les effets de la privatisation. Et d'ailleurs, 3 des 4 de ces comités de la région de Rio sont présidés par des membres du réseau. Et donc ce réseau, d'une certaine manière, est devenu un des interlocuteurs des pouvoirs publics pour contrôler les conséquences de la privatisation. Quel est le constat? Depuis la privatisation fin 2021, le prestataire a augmenté de plus de 42% le prix unitaire de l'eau. L'eau à Rio est une des plus chères du pays. Elle est aussi celle qui applique la plus forte valeur unitaire forfaitaire. C'est-à-dire que les abonnés à l'eau sont obligés de payer une consommation forfaitaire même s'ils ne la consomment pas. D'ailleurs, c'est une question qu'on avait vue en France, puisque en France, il est interdit par la loi, je crois que c'est la loi sur l'eau de 1992, qui a interdit des consommations forfaitaires dans les abonnements d'eau. Et ici, à Rio, c'est 15 mètres cubes minimum par abonné résidentiel et 20 mètres cubes minimum par mois par abonné commercial. Donc, pour vous dire, et alors, dans le cadre de cette privatisation, on s'aperçoit aussi que ce qui était prévu dans le contrat, évidemment, de protection des usagers et de l'environnement n'est pas respecté. En particulier, les entreprises n'ont pas fourni, les entreprises attributaires du marché, on va dire, n'ont pas fourni les indicateurs de qualité pourtant prévus dans le contrat. Et aujourd'hui, après 4 ans et quelques de privatisation, on les reçoit au compte-gouttes, si j'ose dire. Par contre, il y a des opérations de communication très importantes pour faire croire à une notable amélioration de l'assainissement sans réel effet. Et puis, on a découvert aussi, dans le cadre de ces privatisations, des scandales financiers et notamment, très récemment, des implications financières de l'argent public ou semi-public de l'eau en direction
du scandale financier de la Banque Master ce sont plusieurs centaines de millions de reais qui ont été appliqués dans cette banque qui est en faillite, qui a été déclarée en faillite. Mais quand même, il y a des victoires dans le cadre de cette lutte. Il était prévu, parce qu'aujourd'hui à Rio, c'est seulement entre guillemets, la distribution de l'eau qui a été privatisée, mais il était annoncé fortement prévu, je dirais, que ça serait aussi le dépeçage de l'entreprise publique SEDAI qui continue les opérations de production et une partie importante de l'assainissement. Donc il était prévu qu'en fin 2025, l'entreprise soit vendue à la découpe, on va dire, au moins 30 ou 50%, mais ça n'a pas pu être fait par les actions, les deux grosses manifestations qui ont été faites, qui ont réuni plusieurs milliers de personnes, notamment on a rempli à ma surprise au moins la moitié de l'avenue Vargas, et c'est quand même une très grande avenue. On a fait une belle manif, je crois que c'était en mai 2025. Et puis on a aussi voilà, la concession, oui, je vois dans le chat, c'est une concession privée de 35 ans sur la question de la... Oui, mais il faut rester, même avec une concession privée de 35 ans, il faut quand même respecter le contrat. C'est-à-dire, par exemple, là, il y a une clause de revoyure, là, au bout de 5 ans de privatisation, il y aura une discussion sur une clause de revoyure du contrat. Alors, pour conclure, pourquoi est-ce que nous, en tant que collectif Trait d'Union, ça nous concerne? Bon, d'abord parce qu'on a une relation avec la question de la France. La France, c'est le pays des grands majors de l'eau. Et nous, on a déjà réussi à obtenir une partie de remunicipalisation de l'eau en France, puisqu'en gros, en France, il y a une trentaine d'années, les 2 tiers de l'eau étaient privés. Et aujourd'hui, on a réussi à réduire, notamment, il y a eu la ville de Paris qui est revenue en gestion publique. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est fini ce combat, parce que il y a toujours beaucoup à faire, parce que les grands majors de l'eau continuent quand même à être très importants, même lors de la gestion publique, parce que même dans une gestion publique, le privé a sa place pour travailler. Mais il y a beaucoup à faire, mais évidemment, une des raisons pour lesquelles les privatisations dans les pays du Sud se multiplient, c'est aussi parce que les grandes entreprises du Nord cherchent des nouveaux marchés, puisqu'elles ont été retirées de certains marchés dans leur pays d'origine. Donc, les privatisations augmentent hors Europe, par exemple. Et c'est vrai que les militants d'ici le savent, dans les manifs, c'est dit, mais regardez, en France, ils reviennent sur les privatisations. Et donc, on a un rôle particulier à jouer pour porter aussi cette parole et pour montrer que la gestion publique, c'est aussi une bonne solution. Ça ne veut pas dire qu'on soit complètement accroché à un statu quo, puisque en fait, la gestion publique, elle n'est pas toujours satisfaisante, et que souvent, les promoteurs de la gestion privée veulent, je dirais, en profiter. Profiter des faiblesses souvent du secteur public, mais évidemment, comme les rémunérations des actionnaires sont très importantes, et ici au Brésil, elles sont encore plus importantes, puisque la rémunération de l'argent étant très élevée, pour rémunérer les actionnaires des entreprises de l'eau, eh bien, il faut dégager encore plus de profit, donc encore plus pressionner les propres usagers. Voilà, donc, et c'est vrai que je suis heureux de représenter d'une certaine manière Trait d'Union dans cette lutte, qui est une lutte pour l'accès à l'eau pour tous comme bien commun, mais aussi une lutte contre la pollution, et c'est aussi en ça qu'elle a un lien avec la question de l'environnement. Merci de votre attention. Ok, merci Ronan. Je vais en profiter aussi pour parler un peu de notre région, de Minas Gerais. Nous avons beaucoup de problèmes avec l'eau. Récemment, la Copasa, qui est la plus grande entreprise de l'État de Minas Gerais, qui fait s'occupe de l'eau, est en vie de privatisation. Il y a un blocage en ce moment au niveau au niveau du tribunal de Gicite, mais on a des problèmes parce que, comme tu l'as dit clairement, la privatisation de la Copase elle soulève des inquiétudes majeures sur le plan environnemental, premièrement.
en cherchant avant tout, qui est recherché la rentabilité. Cette gestion privée risque de réduire les investissements dans la protection des bassins hydrographiques qui sont importants et aussi au niveau de la dépollution des cours d'eau qui sont très importants ici à Minas Gerais. Et les projets de durabilité comme la revitalisation de la Lagoa da Pampulha, qui est c'est un lac qui est en fait, c'est pas un lac naturel, c'est un lac qui a été fait à l'époque, le siècle passé. Et ce lac, moi, depuis que je suis à Belo Horizonte, ça fait plus de 30 ans, on me dit qu'il va être dépollué et jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien vu de nouveau. Donc, on a vraiment un problème important et comme tu l'as bien expliqué. On a aussi des problèmes au niveau des mines, des grandes entreprises, principalement Laval. Nous avons eu deux catastrophes, la catastrophe de Marianne et Brumadinho. Et actuellement, il y a les deux fleuves, le fleuve Rio Doce et le fleuve Rio Paraopeba, qui sont vraiment pollués. Dans le fleuve Rio Doce, c'est le fleuve qui a été pollué après la catastrophe de Marianne en 2015. Bon, je ne vais pas rappeler tous les détails, mais il y a des millions de tonnes de boue et de rejets miniers qui ont contaminé ce fleuve. Et actuellement, il y a des métaux lourds, des sédiments. Les mesures récentes ont montré qu'il y a beaucoup de pollution. Et la qualité de l'eau n'a sûrement pas retrouvé son niveau antérieur après l'accident. Et en ce qui concerne le Rio Paraopeba, qui est le problème du Rio Paraopeba, il a été gravement pollué par les rejets de l'accident de Brumadinho en 2019, après la rupture du barrage. Et les analyses récentes montrent que les concentrations toxiques sont grandes et certaines communautés riveraines ne peuvent plus utiliser directement l'eau. Le fleuve, il reste sous contrôle permanent et des sources d'approvisionnement alternatives ont été mises en place pour approvisionner l'eau. Donc, c'est vraiment des problèmes importants aussi dans notre région. Bon, nous allons continuer donc notre débat. Je vais maintenant passer la parole à Caroline Bernard, qui va nous parler de l'expérience locale au Brésil, de l'océan et de la biodiversité. Caroline, je te laisse te présenter et puis on va essayer de faire un peu un débat interactif. Bonsoir Tullio, donc, je suis Caroline Bernard, je suis océanologue franco-brésilienne, ça va faire 12 ans que j'habite à Rio. Je suis également ingénieure agronome et membre de la Liga das Mulheres pelo Oceano, la Ligue des femmes pour l'océan. Si tu veux bien, avant qu'on parle de l'océan, je voudrais juste rebondir sur les problèmes de l'eau, parce que c'est lié, en tout cas à Rio, avec la ville de Rio qui relargue énormément de ses eaux usées directement dans l'océan avec des traitements qui ne sont pas toujours adaptés. Et c'est une expérience qu'on a quand on va à la plage à Rio et qu'on voit énormément de déchets. Ces déchets arrivent parce que les eaux usées sont maltraitées et ça revient, la qualité de l'eau des plages dépend de la qualité du traitement des eaux. Et j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais ça m'avait choqué. J'avais vu une présentation une fois sur l'accès à l'eau dans l'état de Rio de Janeiro et l'accès à un traitement des eaux usées. Et je me souviens que c'était entre 40 et 60% dans un cas, et je crois que c'était 40% des habitants de l'état de Rio de Janeiro qui n'ont pas un accès continu à l'eau. Donc, on a parlé des coupures, mais il y a des zones de Rio où ça peut être des écoles ou d'autres endroits qui dépendent de camions-citernes pour amener l'eau. Et ça va effectivement jusqu'à la zone Azul parce que la crèche des
de mes enfants est juste au-dessus du lycée Molière, le lycée français que beaucoup de gens connaissent. Et régulièrement, alors ça s'est amélioré apparemment les dernières années, mais régulièrement, les enfants n'ont pas cours parce qu'il n'y a pas d'eau et que la crèche ne peut pas fonctionner sans eau. Donc voilà, pour dire que ça touche un peu toutes les communautés, ces problématiques de l'eau. Donc merci beaucoup à Ronan d'avoir présenté ça. Ok. Donc, pourquoi l'océan est important, hein? Quel est l'impact des activités humaines sur les écosystèmes marins? Tu pourrais nous donner Je ton... vais, j'ai préparé quelques images pour. Alors je vais voir si j'arrive à partager. Et Voilà. Du coup, je vous perds un peu. C'est bon, vous voyez? Donc, c'est une carte que tout le monde connaît, mais souvent on dit qu'il y a 7 continents et il y a plusieurs océans, mais en fait, euh, un grand changement que les scientifiques ont fait ces dernières années, c'est considérer qu'il n'y a plus qu'un seul océan. Pourquoi? Bah, si on regarde la zone en bleu, on peut voir qu'en fait tout est connecté. Il n'y a pas vraiment de différence dans les différentes zones de l'océan. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on pollue en France, ça peut affecter tout l'océan Atlantique, et donc y compris le Brésil, et vice-versa. Ça veut dire que ce qu'on va faire dans l'océan, la façon si on considère les écosystèmes marins, on ne peut pas considérer que c'est compartimenté, qu'on va faire quelque chose à droite et que ça ne va pas influencer ce qui se passe à gauche. Voilà, donc ça, je pense que c'est un concept assez important. Euh, voilà, tout est connecté. Pourquoi l'océan est important, même quand on habite loin de l'océan? Bah, entre autres parce que l'océan est un des... On parle beaucoup des changements climatiques. Il y a eu la COP30 au Brésil l'année dernière pour essayer de trouver des solutions au changement climatique. Et ce qu'on oublie souvent, ce qu'on ne parle pas souvent, c'est que l'océan est une partie essentielle de la solution. C'est l'océan qui absorbe énormément du gaz carbonique et de la chaleur en plus. Et donc, si on considère ça comment préserver notre océan et préserver ce fonctionnement qui nous permet en fait de polluer sans trop chauffer, ben, on va avoir des problèmes. On pense aussi enfin, l'océan, c'est aussi, si je me rappelle bien, je pense que c'est la septième, ou si on considérait que c'était un pays, ce serait en PIB la septième ou la huitième puissance mondiale. C'est extrêmement important économiquement. On peut penser au transport et comment est-ce que ça peut tous nous affecter. Voilà, avec la guerre en Iran qui bloque des bateaux dans certaines régions. L'océan, c'est donc un espace économique très important. On peut penser à l'alimentation, à la pêche. Il y a plusieurs milliards de personnes sur Terre qui dépendent de la pêche pour leur alimentation. On dit aussi que l'océan, c'est une respiration sur deux. L'oxygène, on pense parfois plus aux arbres et à la forêt amazonienne quand on pense où est produit notre oxygène, mais une respiration sur deux est produite par des micro-algues qui vivent dans l'océan. Voilà. C'est important aussi parce qu'une majorité de la population sur la planète vit le long de l'océan. Donc, si le niveau de l'eau monte avec le changement climatique ou s'il y a des catastrophes naturelles le long de l'océan, on est tout de suite beaucoup plus affecté. Et dans une mesure qui est peut-être moins importante, mais l'océan, c'est aussi la plage et énormément de loisirs pour énormément de gens. Voilà. Donc, ça, c'est pourquoi c'est important. Et comment est-ce qu'on affecte cet océan? Parce que du coup, il y a plein d'effets positifs que cet océan nous apporte. Euh, voilà. Et là, j'avais mis, voilà, en parlant du carbone bleu, on parle souvent du stockage du carbone dans la forêt tropicale et qu'il ne faut pas déforester essentiellement les forêts tropicales parce qu'elles poussent plus vite, donc elles stockent plus de carbone. Mais dans l'océan, on en stocke encore plus. C'est-à-dire qu'un hectare de certains écosystèmes, comme par exemple les mangroves, les herbiers marins ou les marais qu'on peut avoir, les zones humides qui sont salées, qui sont le long des océans, stockent encore plus de carbone que les forêts tropicales. Donc les protéger, c'est d'autant plus important. Et on parle donc pas beaucoup de déforestation. Et pourtant, voilà. Donc les impacts de l'homme sur l'océan,
Un des premiers, ça va être le réchauffement climatique. Vous avez sûrement entendu parler des problèmes du blanchissement des coraux, qui est directement lié à l'augmentation de la température. On en parle parfois un petit peu moins, mais avec la dissolution du carbone dans l'eau, on a une augmentation de l'acidification. Il y a des problèmes de pollution. Ça peut être des pollutions, on parle beaucoup des plastiques, mais il y a encore beaucoup de pollution avec les hydrocarbures, le pétrole. Un problème important de l'impact, c'est l'érosion côtière, euh, avec la montée du niveau de la mer, mais aussi parce que quand on abîme certains écosystèmes, comme les mangroves ou les herbiers marins, ou dans certains cas les récifs de coraux, on augmente, en fait, par les deux côtés, on appelle ça une sorte de squeeze, c'est-à-dire que d'un côté, les villes augmentent et prennent sur la zone de la nature, de l'autre côté, la mer monte, et donc les zones comme les dunes, donc comme les mangroves, ou comme enfin, tous ces écosystèmes côtiers au Brésil, on a la restinga comme écosystème dunier, qui protège l'érosion de la côte, et en cas de tempête, ça évite les inondations, ça évite l'impact des tempêtes sur la côte. Ces zones-là sont en train d'être de plus en plus réduites, et donc ça va augmenter l'impact des catastrophes climatiques sur les populations côtières. Euh, donc le transport, c'est aussi un problème parce que ça crée de la pollution. Pour les baleines, par exemple, il y a des gros problèmes de conflit d'utilisation des espaces pour les migrations si elles croisent des zones avec des bateaux. À Rio, c'est le cas parce que c'est une zone de migration des baleines. Euh, un des impacts qu'on entend beaucoup parler, c'est la surpêche. Donc, si on pêche les poissons au-delà de la capacité des poissons à se reproduire et à renouveler les stocks, on est en train de diminuer énormément la capacité des populations de poissons à se renouveler. Je crois que par exemple, pour les requins, dans certains endroits, on est à plus de 90% de perte de la biodiversité et du nombre de requins. Donc, on a les problématiques de déforestation, de la mangrove, des herbiers marins ou des zones humides qui font tampon. Voilà. Et enfin, un problème dont on ne parle pas souvent, mais je pense qu'à Trédunio, c'est un problème qui est important. Euh, bah, on n'est pas égaux face aux impacts qu'on peut avoir sur l'océan, face aux catastrophes climatiques. Et l'ONU et l'UNESCO font des études qui ont montré que les femmes sont beaucoup plus vulnérables quand il y a des catastrophes climatiques que les hommes. Et pourtant, ce sont celles qui sont le moins présentes dans les organes de décision et en politique, qui, au niveau local et au niveau régional et au niveau international, dans ceux qui prennent les décisions sur comment finalement on va gérer par exemple le réchauffement climatique, présente donc au niveau local ou dans les conférences internationales, comme il y a pu y avoir la COP au Brésil l'année dernière. Donc c'est pour ça que moi je suis impliquée dans un mouvement ici qui est la Liga das Mulheres pelo Oceano, qui veut essayer de transcender ces problématiques environnementales liées à l'océan, avec cette problématique de l'inégalité des genres. Voilà, donc ça c'est. Il y a encore d'autres impacts, mais dans les impacts, je pense, principaux que l'on connaît le plus ou qui ont un impact le plus immédiat sur l'océan au niveau mondial, je pense que c'est cela. D'accord. Voilà. Et tu as beaucoup travaillé hein, sur la baie de Guanabara. Hein. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de tes travaux? Oui. Alors, la baie Guanabara, euh, voilà, je vais mettre une petite image parce que c'est assez parlant. Euh, donc, déjà, juste pour parler un peu des écosystèmes présents et un des points importants sur cet écosystème, il y a tout un écosystème de mangroves à Rio de Janeiro qui est très peu connu, qui a été refloresté euh, parce que toute la côte, sur une bonne partie de la côte de l'État de Rio, il y avait des mangroves. Elles ont été essentiellement enlevées. Et donc, il y a des initiatives pour reflorester. Donc ça a lieu au fond de la baie de Guanabara. C'est d'ailleurs proche de là qu'il y a une des dernières populations de dauphins de la baie de Guanabara. Il y a entre 20 et 30 dauphins qui continuent à survivre dans la baie.
Ensuite, ça c'est plutôt un point positif pour ceux qui connaissent les Ilhas Cagaras, qu'on voit depuis les plages de Rio de Janeiro. Il y a une océanologue très connue au niveau mondial qui s'appelle Sylvia Earle, qui est américaine et qui a monté un programme de protection de ce qu'elle appelle ces Hope Spots, donc ces points d'espérance qui sont des lieux de biodiversité particuliers. Et Rio a été nommé comme étant un de ces Hope Spots, un de ces des points d'espérance à Rio, notamment grâce à la biodiversité qui existe encore dans les Ilhas Cagaras, et aussi parce que ça fait partie d'un couloir de migration des baleines, et donc c'est important à protéger. Voilà, donc ça c'était pour parler de points positifs à Rio de Janeiro. Et la baie de Guanabara, il y a énormément vous pouvez voir du coup les villes qui sont tout autour, toutes les zones qui sont en clair, qui sont en beige, c'est des villes. Et donc là, on rejoint la problématique de Ronan et d'utilisation de l'eau et des eaux usées. Il y a beaucoup de petites rivières qui descendent, qui sont presque des égouts à ciel ouvert, avec énormément de déchets qui sont relargués dans la baie, ou directement parce qu'il n'y a pas de traitement des eaux usées, ou parce qu'il n'y a pas de collecte des déchets et que ceux-ci vont se retrouver accumulés dans les rues ou sur les berges des rios à des endroits où ils peuvent être emportés par les eaux de pluie et atterrir dans la mer. Et donc, moi, quand j'ai travaillé, je travaillais pour une association allemande qui s'appelait OEOO pour One Earth, One Ocean, une terre, un océan, dont l'objectif était de réduire la pollution plastique. Et donc, à Rio, on estime que c'est 100 tonnes par jour de plastique qui passent de la baie Guanabara vers l'océan. Voilà, parce qu'une fois que c'est dans l'eau, ça continue. Donc, il y a eu différentes initiatives au cours des années de récupérer les déchets flottants, de mettre des éco-barrières. Ça fait quelques temps que j'ai pas re-regardé, mais quand j'ai commencé à travailler sur le problème en 2019-2020, il y avait plus vraiment de gestion des éco-barrières. C'est des barrières qu'on met à l'entrée des rivières pour essayer de récupérer les déchets avant qu'ils arrivent dans la mer. Euh, il y a la ville de Rio qui nettoie ses plages régulièrement, mais il n'y a pas que la ville de Rio. Il y a 17 municipalités autour de la baie de Guanabara, donc il faut travailler ensemble pour résoudre le problème. Euh, c'est un problème qui est pourtant relativement simple, en sens où il n'y a pas besoin de très très grandes technologies pour collecter les déchets et pour traiter les eaux usées, hein. C'est des technologies qui sont accessibles, mais il n'y a pas de volonté publique de le faire. Après, il y a des très bons élèves. La ville de Niterói, par exemple, traite quasiment toutes ses eaux usées. Et juste à côté, San Gonçalo, quand j'avais vu les chiffres, donc c'est environ en 2020, il y avait seulement 3% des eaux usées qui étaient effectivement traitées avant d'être relarguées dans la baie et donc dans l'océan. Donc du coup, au niveau local, c'est vrai qu'on n'a pas une situation qui est très bonne, même si moi, l'impression que j'ai eue depuis justement la privatisation et l'apparition de la CEDAE, c'est qu'ils ont éloigné un des points où ils relarguent les déchets plus loin dans la mer, si j'ai bien suivi. Et du coup, les plages de l'intérieur de la baie, comme la Praia de Flamengo, la plage de Flamengo, sont de nouveau baignables, alors que ce n'était pas le cas avant. Voilà, donc je ne sais pas si c'est totalement positif, parce que je n'ai pas compris qu'ils traitaient mieux, mais juste qu'ils relarguaient plus loin. Mais globalement, voilà, ça c'est le scénario. Donc, pour l'état de Rio, des points positifs avec des mangroves qui sont en cours d'augmentation au fond de la baie. Les îles Cagaras qui sont le hope spot donc, pour la biodiversité. Et cette problématique importante de la pollution plastique. Et aussi, il y a de la pollution aux hydrocarbures et au pétrole dans la baie. Mais il me semble que ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Voilà. Et là, tu as encore quelques informations à rajouter. Peut-être, oui, je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer,
il y a souvent il y a pas mal d'associations qui s'occupent il y a notamment un mouvement qui s'appelle Bahia Viva, qui est très impliqué dans la protection de la baie de Guanabara. Et il y a d'autres associations qui existent, donc si les gens sont intéressés en fonction du sujet, je pourrais partager différentes associations qui travaillent justement pour protéger la baie de Guanabara. Dans les mangroves, là que j'ai montré au fond de la baie, c'est un projet qui s'appelle le Progetto USA, qui est d'une association Guardians d'Omar. USA, c'est parce que c'est la pince du crabe de mangrove, et donc c'est le symbole de leur projet. Et donc, ils travaillent avec les pêcheurs de crabes, de caranguejos. Et c'est un projet qui est intéressant parce qu'il y a une partie reforestation où ils impliquent, quand ils peuvent, donc des gens le plus possible en local. Et ils travaillent avec les pêcheurs parce qu'il y a une période où en fait on n'a pas le droit de pêcher le crabe. C'est la période de reproduction. Et donc pendant cette période-là, ils payent les pêcheurs pour récolter à la place des déchets plastiques et nettoyer la mangrove. Et ils en récupèrent plusieurs tonnes chaque année. Voilà. Donc, et je pense que ce qu'on peut faire aussi au quotidien, c'est effectivement diminuer ce qui n'est pas facile au Brésil, mais diminuer notre consommation de plastique le plus possible, diminuer notre consommation de, de viande le plus possible, parce que ça augmente le changement, enfin, les problèmes de carbone et du climat, et, et autant possible utiliser les transports publics. Je pense que tout ce qu'on peut faire qui améliore le climat va améliorer les conditions de l'océan, et tout ce qu'on peut faire pour consommer en local, limiter les transports, limiter les pollutions en général. Ok, parfait. Je te remercie pour toutes ces informations. C'est très intéressant. Je vais donc maintenant laisser la parole à notre dernière intervenante, Hélène, qui va nous parler d'innovation et d'entrepreneuriat écologique. Vas-y, Hélène, tu peux te présenter et nous raconter un peu. Avec plaisir. Bonjour à tous. Je vais essayer d'aller rapidement parce que je sais qu'on ne veut pas vous prendre toute la soirée. Donc, moi, je m'appelle Hélène de Saint-Front. Comme toute entrepreneuse, j'ai évidemment plusieurs casquettes. J'ai une casquette sociale en tant que consultante en culture d'entreprise pour aider les organisations à créer des environnements, pas des environnements en termes écologiques, mais des environnements de sécurité psychologique. Et mon autre casquette, qui est ici au Brésil, et environnementale, avec un projet qui s'appelle Conscientisation, que j'ai lancé parce que j'ai toujours été très sensible à la question du changement climatique. Et c'est vrai que l'anxiété que ça peut générer, j'ai eu besoin de la transformer en action, parce que je trouve que quand on est face à un problème qui est plus grand que nous, on peut facilement baisser les bras en se disant « mais de toute façon, c'est foutu ». En fait, ça l'est pas, et je trouve que se mettre dans l'action, c'est le meilleur moyen de combattre l'anxiété que ça peut générer. Le projet que j'ai lancé ici, enfin qu'on a lancé ici, parce que ça a été un partenariat avec plusieurs acteurs et en particulier une ONG dont je vais vous parler, c'est un projet autour des conséquences du changement climatique. Parce que il faut quand même savoir, c'est que face au changement climatique, on n'est évidemment pas tous égaux. Déjà, on n'est pas tous égaux dans les émissions, puisqu'on sait que les 10% les plus riches de la planète émettent 50% des émissions. Et à l'inverse, les 50% les plus pauvres n'émettent que 10% d'émissions de CO2. Et dans les conséquences, si on projette un monde à 5 degrés en plus, 5 degrés en plus, c'est ce qui nous pend au nez si on continue sur la trajectoire où on est. 5 degrés en plus, juste pour vous donner une idée, c'est la différence entre le dernier âge glaciaire, l'âge de glace, et aujourd'hui. Donc il y a quand même des tout petits changements climatiques qui sont en jeu si on arrive à ça. Et sachant qu'il a fallu 10 000 ans pour repasser de l'ère glaciaire à aujourd'hui, en termes de climat. Bref, tout ça pour dire que si dans un monde à plus 5 degrés, la France, on aura bien sûr des conséquences. Alors, c'est bien, on pourra se mettre à planter de la vigne à Lille. Au Brésil, on est en train de parler de 80% du territoire du Brésil qui n'est plus habitable par l'homme. C'est-à-dire que les températures sont tellement élevées que l'homme ne peut pas survivre. Évidemment, l'Amazonie s'est autodétruite, etc.
Mais donc les conséquences sont bien plus dramatiques dans certains pays. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les conséquences du changement climatique, elles sont déjà là et elles se font sentir, comme l'a dit Raphaël, énormément au Brésil. Donc l'idée, c'était de faire un projet pour parler pas du futur potentiel menace dans longtemps, mais des conséquences qui sont là, qui sont actuelles, et qu'est-ce qu'on peut faire face à ces drames climatiques qui sont en train de se jouer en ce moment au Brésil. Donc le projet s'appelle Conscientise à 100, donc il y a A majuscule parce que c'est l'idée de conscientiser, d'éveiller les consciences pour amener à l'action. Et ce projet a 4 volets, donc c'est un projet qu'on a lancé il y a plus de 2 ans maintenant avec Mawon. Mawon, c'est une ONG qu'a cofondée Mélanie Montinard, qui est ici avec nous aujourd'hui, et qui travaille sur le sujet des réfugiés. Et moi, en France, je m'étais formée comme facilitatrice de la fresque du climat. Levez la main pour ceux qui connaissent la fresque du climat. Un certain nombre d'entre vous, très bien. Les autres, je vous invite à découvrir cet atelier fabuleux, purement scientifique, qui explique le changement climatique et qui invite derrière à s'engager et à agir. Et donc l'idée, c'était de mélanger les 2 sujets, donc l'éducation climatique et les réfugiés, en créant un projet avec des réfugiés qu'on a formés pour que eux soient les facilitateurs de cet outil pédagogique, de cet atelier de la fresque du climat, et qui puissent comme ça sensibiliser en faisant des workshops dans des entreprises, dans des organisations, dans des universités. J'ai vu qu'il y a quelqu'un de UFRJ, on a fait des ateliers là-bas. Dans des écoles aussi, on a fait un projet dans des écoles publiques, des collèges publics dans différents endroits de la région de Rio et Duque de Caxias en particulier. Et ensuite, l'idée au-delà de cette éducation, c'est de faire de la advocacy, et donc pour ça de faire des propositions de politique publique. Donc l'idée, c'était justement en faisant participer et en rassemblant des gens qui sont directement affectés, donc ce qu'on appelle les deslocados forçados, c'est les personnes, comme Tulio a donné l'exemple, dans le Minas Gerais, des personnes qui sont affectées par des catastrophes environnementales, qui ont dû, pour certains, fuir de leur maison, des personnes qui sont aussi réfugiées, qui sont migrantes, qui savent ce que c'est que de devoir abandonner toute sa vie sans l'avoir voulu et choisi, et de rassembler ces personnes en partenariat avec des entreprises, avec des acteurs publics, avec des étudiants, et tous ensemble, en faisant des gros événements, d'élaborer des propositions de politique publique. Donc vraiment en collaboration, en démocratie participative, de dire qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Et donc ces personnes qui ont dû perdre leur maison, qu'elles disent de quoi vous auriez besoin à ce moment-là. Et ensuite, l'idée, ça a été d'utiliser les grandes scènes qui étaient le G20 et la COP30 pour apporter ce sujet et des propositions sur la table. Dans les 2 cas, on a fait un partenariat avec la branche de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, qui s'appelle ACNUR au Brésil, ou UNHCR, pour nous aider justement à amplifier encore cette voix. Le résultat, ça a été que donc on a eu plus de 3000 personnes qui ont été conscientisées, donc qui ont pu avoir accès à cette information de base que beaucoup de gens n'ont pas. Vous voyez les chiffres que je vous ai un peu donnés. Savoir par exemple qu'au Brésil, 50% des émissions, c'est la forêt qui brûle. Donc quand on parle de la déforestation, c'est extrêmement, extrêmement important comme sujet, parce que si on arrête la déforestation au Brésil, on divise par 2 les émissions brésiliennes. C'est énorme. Il n'y a aucune action de cette ampleur qu'on pourrait faire en France pour diviser par 2 notre impact environnemental. Donc c'est donner ces informations, et ça on a pu le faire du coup, il y a 3000 personnes qui ont été sensibilisées de tous les âges, de 10 à 100 ans. On a pu faire 2 gros événements au G20 et à la COP30. On a pu remettre 2 fois des cartes de propositions qu'on a élaborées donc avec les personnes directement concernées. Et pendant la COP30, on a fait beaucoup d'actions. On a fait une marche, on a organisé beaucoup d'événements, beaucoup de conférences pour porter ce sujet. Et parler de cette question de comment les municipalités en particulier peuvent s'adapter à cette nouvelle réalité, qu'il va y avoir des catastrophes climatiques et comment est-ce que vous pouvez créer. Donc il y a vraiment des propositions très concrètes qui sont sorties, donc c'est un bel exemple de démocratie participative, de dire on n'est pas sur des grands concepts, on est vraiment sur il faut créer un système d'alerte fiable pour que les habitants d'une favela puissent savoir il risque d'y avoir un glissement de terrain, donc voilà où est-ce que vous devez aller en cas de destruction de votre maison, etc. etc. Et l'idée, c'est à travers ça de pouvoir
commencer à faire bouger les lignes, parce que la première étape de l'action, c'est vraiment la prise de conscience. Et du coup, voilà, d'essayer de faire bouger les gens, de les faire bouger en les faisant bouger, c'est-à-dire en les mettant dans l'action. Ça paraît un peu simple à dire, mais c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire qu'on part d'une première étape où on leur explique l'enjeu, et puis derrière, la deuxième étape, c'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire, et de donner des clés très très concrètes, parce que quand on parle de ce sujet de manière alarmiste, et c'est normal, il y a de quoi s'alarmer. En fait, c'est juste que psychologiquement, pour un être humain, parler du danger n'est pas forcément un moyen de mettre en action. Ce qui va mettre en action, c'est plutôt une émotion positive. Donc, si on fait peur, il y a un certain nombre de personnes que ça va congeler, ça va les paralyser, ils ne vont pas agir. Ou d'autres, au contraire, qui vont préférer faire l'autruche et rien entendre. C'est normal, c'est une forme de protection. Donc, pour donner des pistes d'action, il faut donner envie. Il faut donner envie, il faut montrer ce que ça peut être. Donc, voilà, comme le disait Caroline, montrer ce que pourrait être une baie de Guanabara où tout le monde pourrait se baigner, ou dans l'île de Paqueta, on pourrait tous se baigner dans une eau qui serait très propre et on serait très heureux de tous patauger dans l'eau. De voir des jolies rivières qui coulent à travers des communautés et pas des égouts à ciel ouvert. Enfin, ça, c'est des choses qui projettent les gens dans une réalité positive, et ensuite donner des pistes, même des toutes petites actions super concrètes que chacun peut faire. Et ça, c'est vraiment important de parler des solutions, de parler des initiatives, de dire regardez, il y a ça qui a été fait ici, vous pourriez le faire aussi, etc. D'expliquer aux gens des trucs, par exemple la consommation et les émissions du numérique. Personne n'en parle, très peu de gens en parlent. Mais le numérique aujourd'hui dans le monde, ça émet beaucoup plus de CO2 que les avions. Et ça va doubler d'ici 5 ans. C'est-à-dire que d'ici 5 ans, il faudrait doubler le nombre d'avions pour arriver au même niveau d'émissions de CO2. Donc de dire à quelqu'un, par exemple, si par exemple vous supprimez 100 mails ou 50 photos de votre téléphone ou de votre boîte mail, vous avez 1 kilo de CO2 que vous venez de sauver. Donc c'est le stockage de numérique, par exemple, c'est un sujet sur lequel c'est facile de sensibiliser. Faites juste du nettoyage. Prenez pas 50 photos et vous les gardez, vous gardez une photo et vous effacez les autres. De parler aux gens effectivement des émissions de la viande de bœuf, Caroline a dit, de dire qu'au Brésil c'est le principal problème, parce que la déforestation elle est liée aux plantations et à l'élevage des bovins principalement. Et si on ajoute à ça les émissions de méthane qui est liée à la digestion des bœufs, en fait, 1 kilo de bœuf émet 10 fois plus que n'importe laquelle des autres viandes. Donc voilà, c'est des petites choses à dire aux gens, ou de dire effectivement, vous pouvez refiler des sacs plastiques et avoir avec vous un petit sac, une petite poche réutilisable que vous allez pouvoir sortir quand vous allez faire vos courses, parce que sinon ça termine dans l'océan avec les conséquences que ça peut avoir, etc. Donc donner aux gens des pistes, et surtout continuer à parler du sujet, parce que pour que le sujet reste un sujet important, pour qu'il soit toujours présent, pour qu'on s'en lasse pas, il faut en parler, si possible de manière positive, donc encore une fois en montrant toutes les solutions, en montrant les initiatives, en valorisant les gens qui vont dans le bon sens, et donner des moyens d'action très simples, et dire aux gens, même si vous ne changez rien à votre style de vie, parce que ce n'est pas toujours facile de changer, juste parler du sujet. Parler de ce que vous avez appris, parler du changement climatique et de cette réalité. Rien qu'en parler, en fait, ça crée un effet de masse qui fait que le sujet devient un sujet important, et du coup, ça a des impacts politiques. Et c'est ça qui est important, parce que les politiques se disent, il y a des votes derrière, et donc du coup, je peux prendre ce sujet en considération dans mes programmes. C'est ça qui est important. Et au niveau collectif aussi, quelque chose qui est important, c'est la notion de nudge. Le nudge, c'est comment faire en sorte que les solutions vertueuses soient les plus faciles ou les plus intéressantes. Si l'escalier est tout proche de la porte, par exemple, alors qu'il faut marcher 50 mètres pour prendre l'escalier roulant, beaucoup plus de gens prendront l'escalier. Alors que si l'escalier roulant, c'est le premier, il faut marcher pour prendre l'escalier normal, personne n'ira le prendre. C'est réfléchir comment est-ce qu'on construit aussi des environnements dans lesquels les solutions vertueuses seront les plus simples. Voilà, donc on peut tous agir, toutes les actions comptent. Merci à Trade Union de porter ce sujet. Et merci Hélène, vraiment très très bonne présentation. Donc maintenant je vous propose une petite table ronde d'échange basée sur nos propositions.
notre prochain mandat a 3 propositions principales qui sont publier un guide des initiatives locales en faveur de l'écologie portées par des associations et collectifs avec des Français. La deuxième proposition, c'est défendre l'exemplarité écologique des établissements français sur la consommation d'énergie, rénovation verte, enfin, etc. Et surtout, troisième proposition, nous proposons de créer un conseil consulaire sur le climat et la bifurcation écologique pour favoriser le dialogue local sur les enjeux climatiques et environnementaux. Et donc, je voudrais que l'on discute un peu de ces propositions, voir qu'en pensez-vous, et qu'on essaie de faire un petit échange pour finaliser notre réunion avant de voir s'il y a quelques questions sur des questions du public aussi. Quelqu'un veut intervenir? Je peux commencer. Oui, vas-y. Je pense qu'avoir un guide disponible, effectivement, avec des associations ou des idées d'action, c'est bien parce que ça rejoint ce que disait Hélène. Quand on sait quoi faire, quand on a des idées, ça peut permettre à des gens d'avoir envie de faire aussi. Donc, je pense que le plus on sera à agir, le mieux c'est. Par contre, sur le Conseil consulaire du climat, ça aurait quelle forme? Enfin, ça, c'est pas très clair pour moi ce que serait. Est-ce que tu veux expliquer un peu plus? Ça a l'air... Ce serait quoi? Je pense que peut-être Mélanie qui devrait pouvoir donner plus d'informations sur cette partie. Mélanie, je te laisse la parole. Oui, en fait, donc il existe des conseils consulaires et qui sont justement conjugués sur différentes thématiques. Donc les aides sociales, les bourses scolaires, les projets d'associations, ça s'appelle le staff, pour soutenir des projets associatifs au bénéfice des Français. Et donc l'idée, ce serait aussi de pouvoir proposer en fait un conseil consulaire dérivé sur la question, et notamment pour discuter justement des enjeux différents angles. En fait, la première, c'est qu'il y a quand même une question qui va dans le sens de la diplomatie féministe, de la diplomatie d'excellence, de la diplomatie, etc. Et en fait, ce qu'on appelle l'ambassade verte. Et donc, c'est justement pour promouvoir les pratiques ou les bonnes pratiques justement au sein de la coopération bilatérale, mais aussi ce que les acteurs, qu'ils soient culturels, économiques, d'enseignement, etc., justement puissent mettre dans leur feuille de route aussi et dans leur ADN cette valeur justement du vert en fait, sans donc ce serait un peu cette idée, et aussi de conscientiser un peu toute la partie justement économique sur le sujet, et pouvoir aussi avoir des espaces qui en parlent en fait. Donc je pense que ça c'est important pour que la France, que ces espaces en fait, qui sont des espaces en fait de démocratie participative, comme disait justement Hélène, puissent, c'est le sujet de tout le monde en mode urgence, et donc justement de pouvoir avoir ces espaces pour en parler. Donc ce serait l'idée. Évidemment, ça nécessite aussi la question d'une reconnaissance, de définir justement que le ministère des Affaires étrangères puisse reconnaître aussi cet espace avec des recommandations qui puissent aussi être applicables et appliquées justement en centrale, en administration centrale, pour qu'on puisse justement faire écho de nos réalités locales. Voilà. En gros, ce serait ça notre proposition.
Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Euh, voilà, ça, en tout cas, ça me parle. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Oui. Moi, j'aime beaucoup aussi encore, le guide concret et je pense que ça pourrait même être quelque chose, si on arrive à faire une sorte un guide qui soit un peu comment dire, un padran, enfin, un modèle qui puisse être utilisé dans chaque ville à l'étranger. Dans chaque ville, il y a une communauté de Français importante, qui est une sorte de modèle et ensuite, pourrait presque être un site ou quelque chose comme ça, où chaque ville peut créer son petit site avec des catégories et il y a juste à mettre les liens de, voilà, vous voulez manger bio, voilà les adresses, vous voulez des restaurants véganes, voilà les adresses, vous voulez trouver un point de recyclage, voilà les adresses, etc., etc. Ça pourrait être chouette que ce soit, je ne sais pas si l'idée c'était de faire ça que au niveau de Rio, de Janeiro, ou enfin de cette circonscription, ou de faire ça même au niveau de tous les chambres consulaires partout dans le monde. Je trouve que vraiment l'idée d'avoir, il y a plusieurs personnes qui arrivaient à Rio qui demandaient expressément comment je peux faire pour. Donc effectivement d'avoir ce guide, ce serait une vraie aide. et notamment pour connecter les projets. Parce qu'on a un exemple que j'aime prendre, hein. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, on a aussi des associations des Moradores, où des Français sont impliqués dans des projets de revitalisation des espaces verts ou bien des espaces désoccupés ou abandonnés. Le parc Alice d'Alaranjeiras, justement, a été un des projets qui a accueilli un autre projet qui s'appelle les Jardins de Voltaire, justement pour la replantation des espaces rares en matière de fruits et fleurs, en général plantes. Et donc voilà, c'est aussi des possibilités de se connecter pour pouvoir aussi voilà, s'inspirer. Voilà. Et justement, en effet, notre compétence reste de la circonscription. Évidemment, en matière écologique, on ne peut pas rester dans le... on n'a pas des frontières terrestres très délimitées. C'est impossible de penser comme ça, évidemment. Mais évidemment, il faut savoir que le mandat consulaire est évidemment voilà, inscrit dans une circonscription et il faut évidemment remonter les bonnes pratiques au niveau mondial. Tout à fait. Ok, parfait. On va laisser, le temps passe, hein. On va laisser maintenant, on va voir s'il y a quelques questions hein, sur le chat, aussi bien sur le chat du Zoom ou de YouTube aussi. On est en train de diffuser aussi notre réunion en parallèle sur YouTube. Alors, sur le chat, je vais vérifier ici s'il y a quelques questions. Mélanie, sur YouTube, tu arrives, non, tu n'as pas le retour de YouTube? Non, je sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas. Moi, ce que je propose, c'est que s'il n'y a pas trop d'autres questions, en fait, c'est peut-être de repasser la vidéo de Raphaël en mode de conclusion, qui peut-être pour les retardataires ou bien pour les petits problèmes techniques du début, en fait, on pourrait, voilà. Mais évidemment, on ne va pas se quitter tout de suite, mais juste pour être sûr voilà, aussi que tout le monde ait eu accès à ce contenu qui était vraiment exceptionnel. En fait, je sais qu'on peut, enfin, c'est surtout pour YouTube et on arrive à remonter la vidéo en début de. Je viens de confirmer ça avec Diego, donc je pense qu'il n'y aura aucun problème. On pourra la remettre au tout début. Hein, à ce niveau-là, il n'y aura aucun problème.
Ok, bon ben, donc, Peut-être, si c'était possible, je voulais te dire un mot parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question par un chat sur WhatsApp et d'accord, qui est sans batterie. Alors, je voulais peut-être parler un peu. C'est une jeune chercheuse qui s'appelle Johanna, qui fait un doctorat sur la biodiversité avec des espèces spécifiques dans le Cerrado. Et donc, elle fait ce doctorat et elle étudie actuellement l'implantation de ces espèces pour la restauration environnementale. Et ça m'a paru très intéressant, ce projet. Malheureusement, elle est restée sans batterie. Elle était sans batterie. Elle n'a pas pu poser sa question. Et elle va être effectivement à la recherche sur des appels à projets sur ce type de projet socio-économique et environnemental, mais on va rester en contact avec elle aussi, mais je voulais quand même parler de cette recherche qu'elle mène et ça m'avait paru très intéressant. Voilà. Et je voulais aussi donner un petit coup de clairon parce que à Rio, je pense que dans plusieurs villes du Brésil, il va y avoir une grande marche environnementale le 31 mai à Copacabana. Donc je voulais le signaler, je l'ai mis dans le chat, l'invitation. Mais donc il y aura 170 organisations. J'espère qu'il y aura beaucoup de manifestants parce qu'il y a déjà 170 organisations qui appellent à cette manifestation sur notamment le climat. Et c'est vrai que ça serait quand même important parce que moi j'ai été amené à habiter en France quelques années récemment et c'est vrai que les marches sur le climat en France étaient très importantes. Si on avait une mobilisation importante au Brésil, ça serait vraiment bien aussi pour renverser un peu les priorités. Merci, j'ai fini. et merci, Ronan. Bon, je vérifie encore une dernière fois, mais je vois pas de questions ici. Je ne sais pas si quelqu'un qui participe là voudrait intervenir. Hein. On peut laisser la parole aussi. Hein, Est-ce que ça vous intéresse que Pierre? je vous parle? Pierre. Oui, Pierre. Alors, si vous voyez dans le chat, je traite de l'association ABM-TENC, Associação Brasileira de Ciências dos Materiais e Tecnologias Não Convencionais na construção civil, écologique et sustentable. Qu'est-ce que c'est que ça? On l'a créé en 1996. On va fêter les 30 ans de cette association qui est formée de chercheurs de haut niveau. Par exemple, je vais vous expliquer comment c'est. Le béton et l'acier, c'est high cost energy. Ça provoque du CO2. Maintenant, le bambou, c'est low cost energy. Il prend la lumière du soleil, il prend l'eau de la pluie, il prend les minéraux dans le sous-sol, il grandit 30 cm par jour et peut être utilisé d'une façon très favorable dans la construction civile, surtout pour les populations plus défavorisées. Et c'est ça ce que nos chercheurs sont en train de faire. Donc on est absolument impliqué sur le changement climatique, toutes ces questions qui ont été traitées ici. Donc pour ceux qui s'intéressent, pourraient d'ailleurs être membres de cette association dont je suis membre fondateur avec d'autres collègues. Il suffit de rentrer dans le site et vous aurez... Alors, on a toutes les activités qui sont de l'éducation, enfin, la recherche et tout ça. Et la consultation aussi. Je crois que ça vaudrait le coup de consulter ça. En ce qui concerne, par exemple, l'eau, nous, ici, on recevait des spécialistes, membres de l'Académie des sciences. Par exemple, José Galizia Tondizi, de la UFSCar, Université fédérale de San Carlos, dans l'État de São Paulo. C'est un grand spécialiste des eaux. Il était président du CNPq, c'est-à-dire le CNRS brésilien. Et il nous disait des choses qui étaient absolument effarantes. En 2050-2060,
2 milliards d'individus n'auront pas de l'eau potable à boire. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on va? Autre chose, on consomme des légumes, etc. On s'imagine que l'eau est propre. À 98%, ça vient de l'eau qui est absolument sale. Voilà. Et on s'imagine qu'on achète du bio au supermarché, etc. On ne sait pas d'où ça vient, tout ça. Et il y a donc des chercheurs qui traitent d'une façon très très sérieuse dans son université, évidemment, dans ce groupe qui est ici présent. Et donc j'ai pris note de... Maintenant, en ce qui concerne le consulat, j'avais déjà suggéré il y a très longtemps d'avoir ce qu'on appelle à la Fiocruz Kenyekin. C'était un document en papier, bien avant d'avoir l'Internet et tout ça. Il y avait de A à Z les noms de tout le monde de la Fiocruz. Moi, j'étais de la présidence de la Fondation Fiocruz, au staff de planification stratégique et évaluation de la présidence. Et là, c'est une idée tout à fait simple. On a le nom d'une personne, on sait qu'il est spécialiste dans telle question, et de savoir en fait qui est qui français dans ce pays, avec peu de mots. Par exemple, moi, ma spécialité, c'est l'évaluation de la recherche. Donc, si quelqu'un met le mot évaluation et dit, on cherche quelqu'un avec ce mot-là, vous tomberez sur des gens. Si vous voulez savoir s'il y a quelqu'un qui parle le persan, vous verrez que Pierre Royon, qui est né en Iran, il a vécu 16 ans là-bas, il pourra dire des choses qui peuvent être utiles. Et des choses comme ça. Ils n'ont jamais fait. C'était une suggestion, on m'a dit oui, c'est intéressant, et puis c'est resté dans un coin. Et ça, c'est important de savoir qui est qui. Et c'est comme ça que je vois ici les personnes qui étaient présentes ici, et très très heureux de les connaître. Et je vois qu'il y a des choses excellentes qui sont réalisées, mais on n'est pas au courant. À partir d'un consulat, notamment parce que Mélanie nous a dit qu'il y avait des domaines de thèmes et des spécialistes dans des questions variées, c'est une initiative de ce genre qu'on devrait multiplier. Ok, Pierre, merci pour ton intervention. Effectivement, je pense que c'est ça, il faut mettre en contact les personnes qui vont dans cette direction. Moi-même, je suis aussi professeur titulaire à l'Université fédérale de Minas Gerais et je travaille un peu, bon, pas sur l'eau, mais je travaille avec l'hydrogène, hein, et c'est aussi dans le sens de l'environnement, hein, donc tout à fait, hein, ces types d'initiatives qui sont importantes, hein, c'est ce que le chiffre que tu dis au niveau de l'eau, hein, c'est vraiment préoccupant. Et bon, et pareil au niveau aussi des catastrophes que l'on a tous les jours. Effectivement, si on ne se conscientise pas, si on ne se mobilise pas, ça va devenir difficile. Bon, je vais un peu... donc, aujourd'hui, hein, nous avons fait ce webinaire. J'espère hein, que ce sera pas la seule initiative, hein, dans cette direction. Hein. C'est sûr que nous, de notre côté, nous allons faire notre possible pour les trois hein, propositions que nous faisons pour notre mandat. Hein. Nous allons faire le possible pour les tenir. Hein. Et je pense que ça va exactement dans cette direction. Hein. Et bon, toutes les autres propositions sont bienvenues. Hein. Voilà. S'il y a encore quelqu'un qui voudrait intervenir avant de finaliser notre réunion. Eh bien, du local au global, nous avons ici dans la salle Alima du Maroc. Donc, c'est intéressant. On pourrait avoir du Vietnam, du Maroc, etc. Donc, on est au niveau international. Voilà. Oui, Ok, bon, ben, je remercie encore tout le monde hein, pour hein, les présentations et aussi pour
enfin, l'écoute, hein, et j'espère que ce type d'initiative, hein, va continuer. Voilà. Bonsoir à tous et à bientôt. Et avant peut-être de nous quitter, je voulais juste rappeler quelques petites échéances des calendriers. Je vous invite tous le 14 mai prochain à 18h pour parler justement de l'emploi, l'entrepreneuriat et justement les réponses collectives qui sont apportées pour soutenir la reconversion des Français. Ils sont inscrits s'installent, qui sont installés dans notre circonscription. Donc on aura des invités qui partageront leur expérience. Et puis, vous savez tous que pour mettre en place toutes ces belles propositions, en fait, il faut exercer votre droit en tant que citoyen. Et donc, je vous invite tous à aller et toutes à aller voter. Je rappelle les dates du 22 au 26 mai au soir pour le vote en ligne. Et vous avez également la possibilité de faire des procurations. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez des petits soucis pour les procurations, mais aussi pour le vote en ligne. Et le 30 mai, au Consulat général de Rio, pour le vote à l'urne. Voilà, donc on compte sur vous aussi pour pouvoir participer à justement l'élaboration de ces propositions, parce que évidemment il faut donner la voix de ces belles propositions pour pouvoir les emmener à un niveau local, c'est-à-dire au consulat, et ensuite les emmener, les faire envoler au niveau global, comme Pierre le mentionnait. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir participé avec nous ce soir, et puis je vous attends la semaine prochaine, le 14 mai à 18h. Belle soirée à vous toutes et à vous tous. Bonne soirée.